Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va retourner du côté des processeurs, et c'est au tour du 14700K d'Intel. Rend-il le 14900K inutile? C'est ce qu'on va voir juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait, et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors, après le test du 14900K, c'était fin décembre il me semble, alors on avait pu voir que bien que les performances de celui-ci soient vraiment très bonnes, que ce soit d'un point de vue gaming ou applicatif, il avait aussi plusieurs défauts, principalement un tarif quand même assez élevé et une consommation très importante en charge. On avait aussi vu que dans l'ensemble, cette génération 14 Intel était principalement juste un refresh assez basique de la génération 13, qui était déjà elle-même un refresh de la génération 12, même si c'était un refresh bien plus intéressant et conséquent. On avait aussi abordé les soucis de support de la DDR5 à haut taux de transfert, qui reste très aléatoire selon la carte mère et le processeur que l'on a sous la main, ainsi que d'autres points marketing mis en avant par Intel lors du lancement de la génération 14, comme l'APO. APO d'ailleurs qui m'a fait repousser cette vidéo, puisqu'il semblait qu'Intel voulait mettre à jour celui-ci, en apportant le support à la fois pour les générations 13 et 12, ainsi que le support dans plus de jeux, comme on peut le voir sur le site d'Intel. Mais encore une fois, je trouve la communication sur l'APO vraiment très mauvaise. Entre le lancement de celui-ci par un simple slide de lancement de la Gen 14, sans vraiment expliquer grand-chose, et surtout sans indiquer les plans pour la suite. Et là, dernièrement, on a juste entendu dire au CES, à peu près un mois, qu'on aurait une mise à jour qui arriverait rapidement. Et depuis, rien. Pas un mot, pas de nouvelle version non plus. On attend. On ne sait toujours pas quels futurs jeux seront supportés, pas de liste, pas de roadmap, et c'est quand même assez triste puisque l'APO, pour rappel, c'est une techno qui permet de gagner en performance dans les jeux où on est limité par le processeur en améliorant la gestion des différents corps avec l'architecture hybride d'Intel qui apparemment a toujours besoin d'aide pour faire ça correctement malgré le Thread Director. Du coup, j'ai voulu essayer ça par moi-même, et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à installer pour un néophyte, je trouve. Alors, il faut mettre à jour son BIOS, activer le Intel DTT dans le BIOS, et donc trouver où il se cache dans le BIOS, puisque c'est pas forcément sur la première page. Ensuite, il faut installer un pilote à télécharger sur le site du fabricant de votre carte mère. Et enfin, il faut aussi télécharger l'application dans le Windows Store. Si vous faites pas tout ça, si vous téléchargez juste l'application, ça fonctionnera pas. Ça vous mettra juste un message d'erreur au niveau de l'installation du Windows Store sans vous expliquer pourquoi. Donc il y a vraiment plusieurs étapes, c'est vraiment pas très bien expliqué. Dans l'ensemble, ça manque quand même beaucoup de clarté de ce côté-là. Mais bon, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on l'a installé, qu'on l'a activé, alors il y a effectivement des gains à attendre dans les jeux qui sont supportés, comme par exemple sur Rainbow Six Siege. Donc la technologie fonctionne, ça peut apporter un gain de performance sur certains titres, et c'est vraiment dommage que le support soit si limité 4 mois après le lancement de la techno. Toujours seulement 2 jeux, pas de roadmap, toujours pas de communication. Je trouve que c'est vraiment du gâchis, et c'est vraiment dommage. On reviendra peut-être sur l'APO quand il sera présent dans plus de jeux, et comme c'est souvent le cas avec mes vidéos, ça arrivera probablement la semaine prochaine, maintenant que j'ai sorti la vidéo. Mais bon, je trouve vraiment que c'est dommage, l'APO, il y a du potentiel, ça se voit, dans les jeux où ça a été implémenté, ça fonctionne pas mal. On a vu qu'il y a une liste de jeux qui pourraient être intéressants sur sites Intel, mais on sait pas quand ça sort, on attend toujours. Enfin, je trouve ça vraiment que c'est un coup manqué, puisque ça donne quand même un petit argument en plus pour les processeurs d'Intel par rapport à l'offre d'AMD. C'est vrai que du point de vue gaming, c'est toujours ça de gagner, et ça ferait du bien, je trouve. Mais bon, revenons à notre i7 14700K, alors déjà, j'ai pu acheter celui-ci, j'ai pu acheter un exemplaire de test grâce aux contributeurs de la page Ko-fi, donc encore merci à tous ceux qui me soutiennent directement. Ça servira à la fois pour le test d'aujourd'hui et pour les futurs tests également, vu que je teste le matos très régulièrement aussi pour des sorties de jeux, même si dernièrement, on n'a pas eu énormément que j'ai testé, mais ça reviendra. MSI m'avait également prêté un 14700K en même temps que le 14900K et la carte mère qui avait été utilisée pour les tests de processeurs Intel sur cette série de benchmark.
La Z790 Tomahawk Max Wi-Fi, qui est une carte mère assez bien fournie, point de vue port USB et port M2, est tout à fait apte à accueillir les i7 et i9 de génération 13 et 14 avec un étage d'Alim suffisamment solide. Donc encore merci à eux pour leur confiance. Ça m'avait permis de tester 4 processeurs de Gen 14 sur 2 cartes mères différentes en Z790, et on avait pu observer que malheureusement, aucun des processeurs ne tenait le XMP DDR5 7200 mégatransfert de mon kit, là où mon vieux 13600KF n'avait pas de souci à le faire. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça reste un problème au niveau de la RAM sur la plateforme LGA 1700, c'est que c'est souvent le coup de chance. Si vous tombez sur un contrôleur mémoire qui le prend ou qui le prend pas, de ce côté-là, c'est la loterie, et ça dépendra aussi de la relation carte mère-processeur. Il y a des combos carte mère, RAM, processeur qui fonctionnent mieux que d'autres. À vous de voir, à vous de vous renseigner, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas si simple que ça. Je dirais que pour avoir les 7200 et plus, faut quand même se renseigner, n'achetez pas juste un kit de RAM très rapide, faut prendre ce qu'il y a autour aussi, sinon il y a de fortes chances que ça ne passera pas. Mais bref, le 14700K, alors celui-ci est intéressant car c'est le seul sur la génération 14 à avoir eu un vrai upgrade vis-à-vis de la génération 13 et 12, avec à la fois une augmentation de fréquence, comme tous les autres, mais aussi une augmentation du nombre de e-core. Puisqu'entre la Gen 13 et la génération 14, l'i7 est passé de 8 gros corps et 8 petits corps à 8 gros corps et 12 petits corps, ce qui le rapproche fortement du 14900K, puisqu'au final, les différences se résument maintenant à seulement 4 petits corps de différence et des fréquences plus basses de 200 MHz en boost. Donc sur la génération 14, l'i7 se distance de l'i5, qui lui n'a pas vraiment évolué sur son nombre de corps, tout en se rapprochant de l'i9, qui lui est un petit peu à la limite de ce qu'il est possible de faire sur l'architecture actuelle de chez Intel. Et c'est vrai qu'en se distançant du 14600K, le 14700K gagne en intérêt par rapport à la génération précédente, mais d'un autre côté, il rend aussi le 14900K encore plus difficile à justifier, puisque le 14700K, on le retrouve assez facilement autour des 400-450 balles, là où le 14900K tourne souvent autour des 600-650. Et rien qu'en voyant les specs, la différence de prix paraît quand même vraiment difficilement justifiable, que ce soit pour le gaming ou l'applicatif. Du coup, on va aller observer ça d'un petit peu plus près avec les performances en jeu. Alors on est exactement sur le même protocole que pour le test du 14900K, et même le 5700 X3D, même s'il sera pas là sur les slides. Tout est indiqué dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse un petit peu plus en détail. Et donc on commence avec les performances sous Assassin's Creed Mirage. Alors, ce qu'on peut noter ici, c'est qu'effectivement le 14700K est vraiment à peine derrière le 14900K, ça se joue à quelques FPS, mais c'est plutôt anecdotique, et on voit que le 13600K est un petit cran derrière, mais c'est très proche là aussi. Donc sur ce jeu-là, les processeurs d'Intel s'en sortent plutôt bien, puisqu'on est entre les 7000 et 7000 X3D de chez AMD, c'est de très bonnes performances dans l'ensemble. Alors sur Avatar Frontiers of Pandora, les processeurs d'Intel s'en sortent plutôt bien, puisqu'ici on fait plus ou moins jeu égal avec le 7800 X3D de chez AMD, donc ce sont de bonnes performances dans l'ensemble, pour le 14700K qui est vraiment ici plus ou moins à égalité que le 14900K. Et ici encore, comme on l'avait déjà vu lors du test du 14900K, le 13600K est certes un petit cran derrière, mais c'est vraiment plutôt anecdotique la plupart du temps. On passe ensuite sur Baldur's Gate 3. Alors c'est un jeu où le 3D cache fonctionne plutôt bien, donc c'est un de ces jeux où les processeurs avec X3D ont des performances très bonne dans l'ensemble, particulièrement pour le 7800 X3D qui s'en sort très bien sur le jeu, mais ça ne veut pas dire pour autant que les processeurs d'Intel ont un problème particulier, les performances sont très solides également. On voit que les fréquences en plus permettent au 14900K d'avoir un petit écart un petit peu plus marqué que dans d'autres jeux sur le 14700K, mais rien de dramatique. On passe ensuite sur Counter-Strike 2. Alors je rappelle, c'est Counter-Strike 2, pas Counter-Strike Go. Les performances ont beaucoup changé entre les deux versions de ce jeu-là, il y a parfois des commentaires qui semblent un petit peu confondre. Donc sur Counter-Strike 2, les processeurs en X3D fonctionnent très bien, ce qui permet au 7800 X3D et au 5800 X3D ici de faire jeu égal avec le 14900K et 14700K, même si très clairement c'est le 7800 X3D qui proposera les performances les plus stables sur les hauts FPS, puisqu'au niveau des 1%, il est quand même un bon cran au-dessus. Pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, alors les tests ont été faits avant un des derniers patchs qui rajoute une option pour les processeurs hybrides dans les menus des jeux, donc je ne sais pas si celui-ci a un impact sur les performances important ou pas. Bon, malgré tout, les processeurs d'Intel ici s'en sortent plutôt bien. C'est vrai qu'avant que le jeu soit aussi patché pour les processeurs d'AMD, les processeurs d'Intel avaient l'avantage. Maintenant, c'est plus compétitif, on va dire. Le 7800 X3D a un petit avantage, particulièrement en 1080p. À partir du 1440p, de toute façon, on est beaucoup plus limité par la carte graphique que le processeur. Final Fantasy XIV, alors ici c'est très linéaire au niveau des performances, puisqu'on voit que le 14700K est très légèrement derrière le 14900K. Ce qu'il est important d'observer sur ce jeu-là, c'est les 1%, puisqu'on voit qu'il y a de fortes variations au niveau des performances. Donc on voit qu'au niveau des 1%, justement, bon, le 14700K est un tout petit cran derrière, mais c'est dans l'ensemble très proche.
On passe ensuite sur Fortnite Battle Royale. Alors, ici encore, c'est un petit peu comme sur Counter-Strike 2, c'est un jeu où le 3DV cache peut apporter un gros gain de performance, ça se voit entre les différents processeurs de chez AMD avec et sans X3D. Ici, le 14900K et 14700K sont au coude à coude, hein, c'est vraiment quasiment égalité, et ils sont globalement très légèrement devant le 5800 X3D, mais particulièrement un petit peu plus stable au niveau des 1% qui sont meilleurs sur les processeurs de chez Intel ici, même si évidemment le 7800 X3D reste intouchable. Pour Hogwarts Legacy, alors c'est un jeu où les processeurs d'Intel ont un léger avantage sur les processeurs d'AMD, puisqu'on voit qu'ici même le 7800 X3D finit un cran derrière, particulièrement sur les 1%, par rapport aux 14900K et 14700K. Dans l'ensemble, c'est ici encore plutôt linéaire chez Intel au niveau des différents processeurs. Très bonne performance hein, pour le 14700K, puisque dans les grandes lignes, hein, c'est quasiment la même chose que le 14900K. Rien de perceptible. Pour Microsoft Flight Simulator 2020, alors c'est un jeu de simulation où le 3DV cache fonctionne plutôt bien. C'est vrai que les jeux de simulation, souvent le 3DV cache permet aux processeurs d'AMD d'avoir de meilleures performances. Ici, c'est vrai que le 7800 X3D règne en maître sur tous les autres. Le 5800 X3D s'en sort plutôt bien ici aussi, même s'il a de moins bonnes performances qu'à une certaine époque, peut-être à cause d'un patch du jeu, j'en sais rien. En tout cas, les 14900K et 14700K sont à égalité, on va dire, hein, ça change vraiment rien du tout. Donc on est vraiment sur un bottleneck processeur assez fort ici. Le 13600K est un tout petit cran derrière. Bonne performance dans l'ensemble ici encore pour les processeurs Intel. Pour Like a Dragon Gaiden, alors, les processeurs en général s'en sortent plutôt bien, surtout ceux de dernière génération. Il n'y a que les processeurs un petit peu plus anciens comme le Ryzen 3600 qui sont un petit peu plus à la peine. Et encore, on est aux alentours des 100 FPS, donc il n'y a rien qui va mal non plus, c'est très jouable. Mais c'est vrai qu'avec une carte graphique plus puissante, bah, ça permet d'avoir quand même de bien meilleures performances, particulièrement en 1080p et 1440p, puisqu'en 4K, le moteur est quand même très lourd. Et ce qui fait qu'on arrive à la limite de la carte graphique, aux alentours des 125 FPS comme vous pouvez le voir. Ici encore, les processeurs avec 3DV cache ont un léger avantage, mais rien de dramatique. Les processeurs d'Intel sont plutôt bons aussi ici encore. Pour Ratchet & Clank Rift Apart, alors les processeurs d'Intel ici sont vraiment très bons, puisqu'on fait plus ou moins jeu égal avec le 7800 X3D. Léger avantage pour celui-ci malgré tout sur les 1%. On voit que le 14700K, comme d'habitude, est vraiment à peine derrière le 14900K, c'est assez anecdotique. Pour Remnant 2, c'est un autre jeu, les processeurs d'Intel s'en sortent très bien. Ici encore, le 14700K très légèrement derrière le 14900K. Le 7800 X3D plus ou moins au même niveau de performance aussi. Sur The Last of Us Part 1, eh bien c'est encore un jeu où les processeurs d'Intel s'en sortent très bien. Les 14700K et 14900K ici font plus ou moins jeu égal avec le 7800 X3D. Bonne performance dans l'ensemble pour tous ces processeurs. Le 13600K ici aussi est un petit cran derrière, mais ça reste de très bonnes performances malgré tout. Et enfin pour le gaming, on termine avec Starfield. Alors Starfield, hein, ça reste un jeu quand même assez compliqué à la fois pour les processeurs et la carte graphique. Donc on voit qu'en 1080p on est bridé par les processeurs, en 1440p on l'est toujours plus ou moins. Par contre en 4K on voit qu'on tape un petit peu la limite de la carte graphique pour les processeurs les plus puissants, puisqu'on voit ici par exemple que le Ryzen 3600 n'arrive pas du tout à alimenter la 4090 en 4K, puisqu'on arrive à uniquement 50 FPS environ, donc c'est vraiment quasiment uniquement le processeur qui bloque ici. On arrive donc au récap des performances avec la 4090. Bon, ce qu'on peut noter, c'est que effectivement en 1080p, le 14900K a un très léger avantage de 4% environ sur le 14700K, ce qui est assez anecdotique, hein, ça changera rien à l'utilisation la plupart du temps. En 1440p c'est pareil, et en 4K c'est quasiment égalité. Et donc d'un pur point de vue gaming, c'est vrai que le 14700K c'est un processeur très solide, qui rend pour moi complètement inutile le 14900K, puisque les performances sont vraiment quasiment identiques. Puisque je rappelle, le gros des performances pour les 14700K et 14900K, ce sont les 8 gros corps, ils ont tous les deux les 8 gros corps. Les 12 et 16 petits corps ne changeront quasiment rien la plupart du temps en gaming. Donc la seule vraie différence entre ces deux processeurs-là en jeu, c'est la façon dont Windows va gérer les différents corps et la fréquence. Il y a 200 MHz de plus en boost pour le 14900K, ça peut se rajouter aussi dans le BIOS pour le 14700K, je pense que la plupart de ceux-ci pourraient l'accepter, et d'avoir du coup des performances vraiment encore plus proches entre les deux processeurs. Au niveau de la consommation par contre, comme le 14700K est vraiment très proche niveau spec du 14900K, il a aussi les mêmes problèmes de consommation. Certes, légèrement moindre, mais c'est quand même de la consommation très élevée, ce qui permet de voir ici encore que le 14900K est vraiment déjà poussé dans ses derniers tranchements, avec des pics de consommation à 195 watts et 155 en moyenne. Le 14700K c'est 177 watts
au pic de consommation et 135 en moyenne, ce qui reste de la consommation très très élevée. On est sur un plus de x2 toujours par rapport au 7800 X3D, qui a des performances assez proches, voire supérieures en gaming. Donc c'est vrai que d'un point de vue efficacité énergétique, chez Intel c'est toujours un petit peu compliqué, bon, mais ça on le savait déjà. Mais c'est vrai que comme on l'avait déjà noté entre le 14900K et le 13600K, c'est vrai que la différence de consommation par rapport à la différence de performance en jeu est quand même assez massive. Au niveau de la consommation système à la prise, sur Cinebench R24 en multithread, donc quand tous les corps fonctionnent à fond de balle, bon, ce qu'on peut noter ici, c'est qu'en bleu c'est le score qu'ont les différents processeurs, et en violet, c'est la consommation à la prise. Ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, bon, le 14900K conserve un léger avantage au niveau des performances, principalement grâce à ses fréquences légèrement plus élevées et à ses 4 petits corps de plus, mais dans l'ensemble, c'est vrai que le 14700K reste très très proche malgré tout. Et on voit qu'au niveau de la consommation à la prise, le 14700K consomme environ 20 watts de moins que le 14900K. On note aussi qu'entre la carte mère de chez Gigabyte et la carte mère de chez MSI, c'est quasiment égalité. On conserve malgré tout un très léger avantage à la fois sur les performances et la consommation sur la carte mère d'MSI avec le 14700K ou le 14900K. Mais bon, c'est relativement anecdotique, hein, on n'est même pas sur 1% de différence, on est sur la marge d'erreur, mais c'est constant malgré tout, donc on peut tirer les conclusions qu'on veut tirer sur le sujet. Par rapport au 13600K, bon, évidemment celui-ci est moins performant en applicatif, malgré tout je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça, et il consomme quand même significativement moins à la prise, puisqu'on est sur 242 watts au lieu des 400 et plus pour les i7 et i9. Le 7800 X3D consomme encore beaucoup moins, au niveau de ses performances c'est évidemment en dessous, mais il n'a que 8 corps, ce qui est plutôt logique vis-à-vis des 14700K et 14900K qui ont à la fois 8 gros corps et 12 et 16 petits corps, ça fait une différence au niveau des perfs sur ce type de tâche. Alors au final, ce 14700K, alors d'un point de vue gaming, on est vraiment très très proche du 14900K, puisque l'écart est en moyenne de 4% en 1080p, ce qui est clairement anecdotique, et même en applicatif, sur Cinebench, on est sur moins de 8% d'écart en multithread, et en single thread, moins de 5%, et il faut déjà que l'appli vienne utiliser tous les e-cores sur de longues sessions, pour que ce soit intéressant, ce qui n'est pas si souvent le cas que ça. Et quand on prend en compte le fait que la plupart des 14700K doivent être capables d'encaisser les 200 MHz d'écart du 14900K avec un overclocking, ça nous donnerait des performances quasiment identiques en gaming et encore plus proches en applicatif. Donc c'est vrai que d'un pur point de vue performance-prix, le 14700K rend l'i9 totalement inutile en dehors d'utilisations bien spécifiques, et l'écart de prix n'est vraiment pas justifié à mon sens. Par contre, comme le 14700K est vraiment très proche du 14900K à tous les niveaux, il a aussi les mêmes défauts que celui-ci, du point de vue de la consommation en charge, même si en idle, ils sont plutôt bons, ce qui est un paramètre à prendre en compte selon la manière dont on va utiliser son PC. Mais que ce soit en gaming ou en applicatif, on est juste vraiment un poil en dessous du 14900K sur la consommation, et d'un point de vue efficacité énergétique en gaming, on reste bien loin du 13600K, et encore plus loin du 7800 X3D qui sont beaucoup plus efficaces. Et le problème d'un processeur qui consomme beaucoup en charge, c'est qu'il faut prévoir la config autour de celui-ci, il faut un système de refroidissement adapté, une carte mère assez costaud, point de vue VRM pour encaisser la charge, une alimentation bien qualitative aussi, ainsi qu'un boîtier capable de ventiler tout ça. Donc un processeur qui consomme beaucoup, c'est pas forcément juste une histoire de coût de l'électricité, c'est plus un ensemble de choses. Puisqu'une config gaming sur base de 13000 ou 14600K ou un 7800 X3D coûtera bien moins cher à tous les niveaux, et sur le cumul, ça peut faire une différence de tarif de plusieurs centaines d'euros, pour au final des performances très proches dans le cas du 13000 et 14600K, et même un cran au-dessus selon les jeux pour le 7800 X3D. Donc tout comme pour le 14900K, il faut vraiment avoir besoin des performances applicatives pour que le processeur fasse vraiment sens, puisque même pour une utilisation streaming et gaming en même temps, le 13600K sera capable de le faire sans brancher. Sans même revenir sur le fait qu'une fois que Twitch aura fait la bascule vers l'encodage de l'Heavy-One, ce qui est plus ou moins en train d'arriver actuellement, streamer avec le processeur n'aura quasiment plus aucun intérêt en dehors d'un encodeur de secours, je dirais. Alors après, comme j'avais dit aussi pour l'i9, on peut limiter la consommation dans le BIOS, faire un undervolt, et on revient sur des valeurs plus raisonnables, et on ne perd pas tant que ça du point de vue performance. Mais tout le monde ne se sent pas capable de faire ce genre de réglage, même si c'est pas ce qu'il y a de plus complexe. La plupart des utilisateurs veulent juste allumer le PC et que ça fonctionne sans rien toucher, limite activer le XMP, mais la plupart des cartes mères laissent les processeurs tourner à fond de balle, qui est quand même un problème je trouve pour ces processeurs-là. Et le dernier point faible, c'est que la plateforme LGA 1700 est en fin de vie, même s'il y a des rumeurs qui laissent entendre qu'Intel ne l'abandonnerait pas totalement, mais ça reste à confirmer. Mais quoi qu'il arrive, si vous achetez un 14700K, il n'y a pas franchement beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup mieux par la suite.
Donc clairement, la plateforme M5 actuellement est plus évolutive, même si on ne sait pas exactement combien de générations AMD vont sortir sur cette plateforme-là, ni si ces processeurs-là seront intéressants aussi. Mais c'est un argument à mettre dans la balance, même si tout le monde n'est pas forcément concerné ou sensible à l'argument de l'upgrade du processeur. Donc bref, pour conclure, pour moi l'i7 14700K, c'est un très bon processeur polyvalent, et je le trouve bien plus intéressant que l'i9 au niveau du performance-prix, à tel point que je trouve qu'il rend l'i9 complètement inutile, en dehors de cas vraiment bien particuliers. Pour principalement du gaming avec de l'appli occasionnel, les 13000 ou 14600K font plus sens d'un pur point de vue performance-prix, chez Intel, tout comme le 7800X 3D chez AMD, puisque la plateforme entière sera moins chère. Mais si on cherche un processeur à la fois très performant en gaming et en applicatif, qui ne soit pas non plus hors de prix, c'est vrai que je trouve qu'il se défend pas si mal, même face aux plus gros processeurs de chez AMD pour de l'utilisation mixte. C'est un produit vraiment plutôt intéressant, je trouve, sur ce créneau-là. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour le 14700K aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les trucs pénibles de YouTube, il y a également la page Ko-fi de la chaîne qui me permet d'acheter du matos, comme c'était le cas pour le 14700K aujourd'hui. Du coup, on se retrouve très prochainement aussi pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!